Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous présente le Journal des territoires. Bonjour à tous, bienvenue dans notre matinale d'info sur Public Sénat avec la presse quotidienne régionale et télé locale de France, les Indes radios, 130 radios qui sont nos partenaires sur tout le territoire français et avec TV5 Monde. Deux parties dans cette matinale, dans un instant le JT des territoires suivi du club de la presse, puis après la météo à 8h, c'est territoire d'info avec l'invité politique en direct sur ce plateau aujourd'hui, c'est Stéphane Troussel, le président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis qui sera notre invité. Tout de suite c'est le JT des territoires et je vous y retrouve dans un instant. On démarre ce journal avec les fumeurs à l'épreuve de la hausse du tabac. La forte hausse du tabac aura un impact sur le comportement des fumeurs. Direction le Nord, où Sabine Niquet, tobacologue, accompagnait les gens désireux d'arrêter de fumer dans le cadre du mois sans tabac. Elle va à la rencontre des personnes qui n'osent pas passer la porte des centres de soins pour les addictions. Et Anne-Charlotte Duvivier a suivi ce parcours avec WEO TV. Allez-y, soufflez. Vous videz bien les poumons jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. C'est à l'âge de 25 ans que Béatrice a allumé sa première cigarette. Après plusieurs tentatives d'arrêt du tabac, elle a décidé avec son mari Stéphane, fumeur depuis le plus jeune âge, de passer le cap et de consulter un tabacologue. Dans l'entourage, toute la famille fume. Alors, comme ils viennent à la maison, on allume une cigarette. Et puis, D'accord. Là, on a refait une maison, donc on va redéménager. Ouais. Et on s'est dit qu'on ne fumerait pas dans cette maison. Ah, ça c'est très bien, bravo. On a dit, il n'y a pas de tabac dans la maison. Ouais. Les gens, s'ils veulent te fumer, ils fumeront dans la rue là-bas. Pendant 3 quarts d'heure, dans ce cabinet médical de Tully, près d'Abbeville, Sabine Niquet va discuter avec Stéphane et Béatrice pour adapter au mieux la prescription et le suivi. Alors qu'une augmentation de tabac de 0,30 centimes est effective depuis ce lundi, première d'une longue série, Sabine Niquet en est persuadée, cette hausse aura un impact positif sur les consommateurs, forcés de changer leur comportement. On sait que si on a une hausse de prix de plus de 10% du paquet du tabac, on aura 4% d'arrêt du tabac derrière. Un jeune, 10 €, ça commence à être énorme et de ce fait-là, ça va le freiner dans l'entrée en tabac. Se pose alors une autre question. Dans une région frontalière comme la nôtre, la tentation d'aller se fournir en Belgique est réelle. Un voyage que réalisaient jusqu'à aujourd'hui Stéphane et Béatrice pour acheter leur pot à tabac. Un document choc maintenant dans ce journal. Depuis 7 mois, le camp de Metz-Blida accueille sur un parking réquisitionné par la préfecture. Depuis 7 mois, ce camp accueille des demandeurs d'asile en attente d'un logement. Ils sont albanais, ils sont kosovars, ils sont serbes, ils sont koweïtiens, ils sont yéménites, somaliens, iraniens, algériens, marocains ou sahraouis. C'est 800 hommes, femmes, enfants qui vivent dans des conditions extrêmement rudimentaires. Et Kim Hammerschmidt pour Mirabel TV a suivi une équipe de bénévoles sur place dans ce camp. Par rapport aux besoins en nourriture, voilà moi ce que j'ai préparé pour Elles font partie des bénévoles les plus actives au sein du camp de Metz-Blida. Emmanuel, travailleur social, et Claude, retraité de l'éducation nationale, gèrent les besoins quotidiens du camp. Moi, je m'occupe de l'accueil des nouveaux arrivants, c'est-à-dire leur fournir, célibataires ou familles, une tente, des matelas, des couvertures, le kit d'hygiène et le kit de nourriture. Nos coffres sont des fois complètement... Quand on doit installer une famille de 5, 7 personnes, ouais. On se retrouve quelquefois à faire beaucoup d'allers-retours pour pouvoir répondre à la demande et installer dignement. Le collectif, qui s'est créé après la réouverture du camp de fortune en périphérie de la ville de Metz, compte 25 membres et plus de 1200 personnes actives sur les réseaux sociaux. Depuis 7 mois, des groupes se relayent pour la distribution des dons, issus pour la majeure partie des mosquées du territoire. La misère se trouve de l'autre côté des barrières,
un ancien parking sur lequel la préfecture de Moselle gère l'accueil des nouveaux arrivants en attendant une solution d'hébergement. L'entrée est interdite aux journalistes, elle est filtrée par des vigiles. Pour y pénétrer, nous sommes obligés de filmer en caméra discrète. À l'intérieur, les conditions de vie sont extrêmement rudimentaires. Sandrine rend visite à une femme enceinte. Sur le camp, elles sont 10 à attendre le terme de leur grossesse dans des conditions épouvantables. Donc on a les enfants, tout le monde dort dans l'eau, tout le matériel est trempé, c'est absolument pas étanche, on a beau mettre des palettes en dessous, des bâches par-dessus, tout est trempé. Donc les gens y vivent, qu'il fasse 5 degrés, 2 degrés, moins 1. Il faut qu'ils supportent ça, donc c'est quand même extrêmement compliqué. Et, on a beaucoup de pathologies au niveau que ce soit des enfants, des personnes, de plus en plus d'affections des voies respiratoires. Et puis aussi des problèmes intestinaux, gastriques, parce qu'au niveau de l'hygiène, c'est vraiment compliqué, quoi. 9 toilettes, 10 douches seulement et quelques équipements de cuisine pour un camp qui compte désormais 800 demandeurs d'asile, hommes, femmes, enfants. Il y a 7 mois, ils étaient 150. Leur nombre a été multiplié par 6. Regarde, les petits, fait 2 ans, et après fait 2 ans, et maximum est 10 kilos. Pourquoi à 5 mois que nous mangeons, nous laver, nous fait douche, nous pour laver les vêtements, tout ça, ça est très difficile. Vous les enfants, vous attendez d'être à l'école pour aller aux toilettes? Oui. C'est ça? Oui. Parce qu'ici c'est trop sale. Oui, c'est trop sale. Madame, il y a des enfants, il fait tout caca, tout dur par terre. Oui. Certains vivent ici depuis des mois, sans suivi médical, avec pour se réchauffer quelques couvertures, car le feu est interdit, et comme compagnon sur le camp des rats. Pour ceux qui arrivent, la désillusion est immédiate. On dirait un bidonville. Oui, c'est un bidonville. C'est le désordre total. C'est le vagabondage. C'est comme les SDF ou sans domicile. N'importe où dans le monde, il n'y a pas ces conditions-là. Pour des humanitaires qui ont l'habitude de tourner dans le monde entier depuis des années, c'est un choc. On fait mieux en plein désert. On fait mieux dans des zones, dans des zones en guerre. On n'est pas en guerre, on est à Metz. C'est vraiment, si ça c'est pas de l'impuissance et si ça c'est pas choquant, voilà. À l'extérieur, les consultations se font en pleine rue. La permanence d'accès aux soins de santé pourrait pourtant prendre en charge certaines pathologies, mais son éloignement du centre-ville à l'hôpital Mercy décourage les patients. La seule et unique prise en charge médicale est assurée par Médecins du Monde, une fois par semaine dans un camion. Ces personnes en fait ont des droits, c'est ça. Elles ont le droit d'accéder aux soins. Tout ce qu'on leur propose en fait, ce sont des consultations dans une unité mobile. Avec l'arrivée du froid, les médecins constatent le développement de pathologies, problèmes au réel risque de bronchiolite chez les enfants ou de pneumonie. Si le plan grand froid était déclenché, il obligerait les autorités à mettre à l'abri l'ensemble des demandeurs d'asile dans des hébergements d'urgence. Ce week-end, les températures négatives ont fait leur apparition. Tous attendent désormais le démantèlement du camp. Une initiative inspirante maintenant dans l'Aube qui met à la disposition des seniors un atelier pour adapter leur conduite. Si beaucoup de seniors se déplacent toujours en voiture, l'évolution du code de la route et de leurs aptitudes personnelles nécessite une petite mise à niveau des connaissances et parfois une prise de conscience. Fabien Léger pour Canal 32. Depuis novembre 2016, la DMR propose des ateliers collectifs. Le but, grâce à ces sorties, préserver l'autonomie. Ici, à Arcis-sur-Aube, ils sont une quinzaine à participer à l'atelier conduite. C'est une situation dite de tous les jours. Alors, analyse de la situation. Votre temps de réaction a été de 1 seconde et 30 centièmes. On va travailler plutôt sur la distance de sécurité. On va travailler plutôt sur un espace de 2 secondes entre chaque véhicule. Oh, bravo, superbe. Cet atelier, mené par les bénévoles de l'association de prévention routière, vise à rappeler les règles de conduite. Il vise également à s'adapter à son public, comme par exemple la prise de médicaments des personnes âgées ou les nouveaux panneaux routiers. Le feu était ouvert, elle pouvait passer.
Donc il a été décelé des médicaments de niveau 3. Il faut savoir que les assurances maintenant ne prennent plus en charge les remboursements. En 2017, près de 300 seniors ont pu suivre cet atelier conduite proposé par l'ADMR. Quand on a 60, 65, 70 ans, on continue de conduire, on continue d'utiliser son véhicule parce que chez les seniors, c'est le moyen de transport principal. Et sans ça, c'est l'isolement à la maison. Sauf que malheureusement, avec l'avancée dans l'âge, il y a la baisse de la vision, il y a la baisse de l'audition. Et tout ça, en fait, on s'en rend pas forcément compte parce que ça se fait tout doucement dans le temps. C'est tous les nouveaux panneaux de circulation qui sont réabordés et notamment, point très important, les giratoires qui n'existaient pas en fait finalement au début des permis de conduire. Les seniors le disent eux-mêmes. Et on préconise justement que pour leur sécurité et leur calme, qu'ils restent bien à droite, quelle que soit la direction qu'ils veulent prendre. Parce que souvent, les personnes d'un certain âge sont stressées quand elles conduisent. Et des giratoires, c'est aussi nouveau pour ces personnes-là. S'ils restent à droite, ils ont le droit de faire un tour, 2 tours, pour bien s'imprégner du carrefour, et après, ils retrouvent leur direction, tout en étant zen en conduite. Dans le temps, j'étais chauffeur de camion, alors je connaissais un peu quand même, mais maintenant c'est tellement nouveau que c'est plus pareil. En 2018, des ateliers collectifs sont d'ores et déjà prévus au sein de 18 communes. Stéphane Bern, en ouvrier du patrimoine, il a ses entrées au palais de l'Élysée, mais Stéphane Bern est aussi la bienvenue en Seine-Saint-Denis. Le présentateur télé était invité à Montreuil ce lundi dans le cadre de sa nouvelle mission. Chargé par le président de la République d'identifier le patrimoine rural en péril, il a porté un message. En France, l'histoire sociale et ouvrière ne peut pas être occultée. Les détails dans ce reportage de Cédric Dandeville pour Via Grand Paris. Ça va ? Voici une poignée de main en guise de réconciliation. Et bonjour, ça va bien Alexis ? Alexis Corbière et Stéphane Bern avaient rendez-vous à Montreuil ce lundi. Pourtant, il n'y a pas si longtemps, le député France Insoumise de Seine-Saint-Denis critiquait ouvertement le présentateur de Secrets d'Histoire sur France 2. On l'avait critiqué avec Jean-Luc Mélenchon il y a 2 ans. On avait écrit une lettre à la direction de France Télévisions car nous trouvons que le contenu de ces émissions est trop marqué par uniquement des émissions sur les rois et reines, les favorites des reines, etc. Moi, j'affirme que notre patrimoine national n'est pas seulement des châteaux et l'histoire des rois de France. C'est une partie de notre histoire nationale, mais c'est aussi l'histoire de la République, l'histoire des mouvements révolutionnaires, l'histoire sociale, l'histoire populaire, l'histoire ouvrière. Alors qu'en fin septembre, Stéphane Bern est devenu le monsieur patrimoine du président de la République, Alexis Corbière n'a pas résisté. Il a invité l'animateur à venir au musée de l'histoire vivante, un musée consacré à l'histoire du mouvement ouvrier au XXe siècle, et celui que l'on associe plutôt aux têtes couronnées a accepté volontiers. Certes, je n'ignore pas le plaisir qui est le vôtre de me faire passer devant les bustes de Robespierre, de Saint-Just ou de Fouquier-Tinville, espérant que le temps des coupeurs de tête est définitivement révolu dans notre démocratie. Je vous assure que je milite aussi sur le service public pour défendre ce genre de sujet. Il se trouve, et j'en suis le premier fâché, que Danton fait moins d'audience que Louis XIV. Objets, livres ou encore photographies, Stéphane Bern a pu admirer la richesse des collections du musée de l'histoire vivante. Chargé par Emmanuel Macron de recenser le patrimoine national en péril, le journaliste pourrait bien plaider la cause d'un lieu qui fait vivre la mémoire sociale et ouvrière. Il y a une ministre de la Culture qui fait son travail, et voilà, moi j'essaye d'agir, en tout cas pour ce qui ne se voit pas, pour ceux dont personne ne s'occupe, ces lavoirs, ces fontaines, peut-être ces musées qui sont oubliés. Donc oui, j'essaierai de mettre en tout cas toute mon énergie, ma force de conviction pour en tout cas flécher davantage vers ce musée de l'histoire vivante. Un musée aujourd'hui financé principalement par la ville de Montreuil. De nouveaux fonds seront-ils bientôt débloqués? En tout cas, le nouveau monsieur patrimoine est lui reparti avec un cadeau souvenir, un petit buste de Robespierre. Hors cadre, quand le street art s'invite dans un musée des Beaux-Arts. Le musée des Beaux-Arts de Vannes a ouvert ses portes à des artistes de rue. Ils ont laissé libre cours à leur expression. Un vrai défi d'un côté comme de l'autre. Hors cadre, c'est le nom de l'exposition à voir jusqu'au 7 janvier. Karine Chevrelier pour TB Sud. Dans ce bâtiment inscrit aux monuments historiques, on découvre aujourd'hui une exposition sortie des sentiers battus. Hors cadre laisse champ libre à 8 artistes de rue.
Tous ces artistes sont des gens très expérimentés qui régulièrement, presque tous les week-ends, peignent sur des terrains non autorisés. Et l'idée, c'était de se dire, puisqu'on est à Vannes, on va les faire rentrer, eux, dans le musée de la Cohue, plutôt que d'aller chercher des artistes éloignés du territoire. Ce décor, bien différent de leur terrain d'expression habituel, a même pour certains été source d'inspiration. J'avais envie de donner une âme aux murs parce que quand je colle dans la rue, je choisis toujours des murs qui ont une patine du temps. En fait, des champignons, des lichens, la peinture est abîmée. Et après, j'ai travaillé avec le site. J'ai eu envie d'utiliser les arrondis, les voûtes, donc j'ai créé le motif de nuage. Ça, c'est aussi un principe récurrent dans mon travail. Utiliser un motif et le répéter en l'agrandissant ou le diminuant. Et voilà, je trouvais que ça s'inscrivait bien avec cette voûte-là. Graffiti wild style, abstraction, figuratif, collage et lettering, faire entrer le street art dans un musée plutôt traditionnel, un pari relevé par le musée de la Cohue. Il y a une réflexion sur les musées du XXIe siècle et c'est bien ça, c'est que comment créer une dynamique, et cette dynamique, quand ils ont été là pendant 8 jours pour peindre, c'était formidable. Il y avait une ambiance et une énergie extraordinaire parce qu'ils ont cette énergie-là, cette création du moment, cette adaptabilité aussi très forte chez eux. Donc c'était vraiment très intéressant. Ces panneaux sont voués à la destruction, à moins qu'une école, une association ou encore une œuvre culturelle manifeste son intérêt. Voilà, le JT des territoires continue, il se poursuit. Dans un instant, c'est le club de la presse des éditorialistes de la presse quotidienne régionale. Puis la météo et puis notre invité politique à 8h. En direct sur ce plateau, nous recevons Stéphane Troussel, le président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis. Mais tout de suite, c'est la une de vos journaux en région. On les regarde ensemble. Donc une prolongation de cette revue de l'actualité avec les unes de la presse quotidienne régionale. On démarre tout de suite, comme vous le voyez sur cet écran, avec la Voix du Nord. Borloo rempile pour Macron. Mise en place du plan en faveur des quartiers en difficulté. Et le président de la République fait appel à Jean-Louis Borloo. La Nouvelle République, changer les quartiers, les solutions Macron. À la une du quotidien de l'Indre. Pour l'Écho de Haute-Vienne, climat alerte de 15 000 scientifiques. Bientôt trop tard, dans le contexte de la COP23, des milliers de scientifiques de haut niveau lancent un avertissement à l'humanité et aux chefs d'État. Ils affirment que l'avenir de l'être humain sur Terre est sur une trajectoire fatale. Pour Ouest France, et si le bio nourrissait toute la planète? C'est un point d'interrogation que pose à la une de Ouest France, le plus grand quotidien francophone du monde. Et puis pour la Dépêche du Midi, c'est Levothyrox, le labo condamné. La justice a ordonné hier à Merck de délivrer l'ancienne formule aux patients qui en ont besoin. Une décision qui pourrait faire jurisprudence. Pour Sud-Ouest, c'est les médicaments sans ordonnance, la liste noire. Les rhumes, la toux, la diarrhée, la moitié des médicaments délivrés sans ordonnance seraient inutiles ou dangereux. Les Français adeptes de l'automédication en raffolent, mais ils devraient s'en méfier. C'est à la une de Sud-Ouest aujourd'hui. Pour la Provence et ses médicaments sans ordonnance, également la liste noire, c'est 60 millions de consommateurs qui a passé au crible 62 produits vendus librement. Et l'étude révèle que la moitié est à proscrire. Un tiers est jugé inefficace, à la une de la Provence. Pour le Midi Libre, c'est handicap, la dure galère de l'emploi. Une personne handicapée sur 5 est au chômage. Et ce sont des témoignages à Montpellier recueillis par la rédaction dirigée par Philippe Pallat. Pour la République des Pyrénées, c'est grammaire pour ou contre la nouvelle écriture inclusive. Certains refusent que le masculin l'emporte sur le féminin. Il y a débat, c'est dans la République des Pyrénées aujourd'hui. Pour la presse de la Manche, c'est les super pompiers du nucléaire. C'est la force d'action rapide nucléaire créée après l'accident de Fukushima pour faire face aux situations d'urgence, qui est à la une de la presse de la Manche. Pour Nice Matin, Christian Estrosi l'a présenté hier, c'est les stations de ski du département, c'est l'envol. Isola 2000 lance sa saison dès le 25 novembre. Le 9 décembre pour Oron, et plusieurs sculptures géantes seront installées sur les pistes des deux stations quand l'art rencontre la neige. Voilà, c'est le club de la presse des éditorialistes de la presse quotidienne régionale. J'accueille Hubert Coudurier qui doit être content parce qu'un sujet sur TBO, Télé Bretagne Ouest, la chaîne qu'il dirige
Tige vient de passer dans le JT des Territoires. Bonjour Hubert. Merci. Vous êtes le directeur de l'information du Télégramme. Merci d'être avec nous. Et j'accueille Samuel Ribaud de l'agence locale de presse qui travaille pour la presse quotidienne régionale. Merci. Avec vous, Hubert Coudurier, on va revenir sur le voyage de Donald Trump en Chine, thème de votre article ce matin dans le Télégramme. Et avec vous, Samuel Ribaud, on va examiner les suites pour les villes de l'annulation de l'interdiction faite à Dieudonné de se produire à Marseille. Il y a des conséquences, on va en parler. Alors Hubert Coudurier, Donald Trump vient de fêter 1 an à la Maison-Blanche, en tout cas à son élection. S'il n'a pas pu faire passer la plupart de ses projets, comme la suppression de l'Obamacare, c'est le système de santé américain mis en place par Barack Obama, son caractère imprévisible affaiblit-il le leadership du président américain? Est-ce qu'il renforce paradoxalement celui de la Chine? Au moment où s'achève sa tournée asiatique, c'est vrai que la personnalité de Trump a été au cœur des interrogations du World Policy Forum qui fêtait son 10e anniversaire à Marrakech début novembre. C'est cette institution créée par l'Institut français des relations internationales présidé par Thierry de Montbrial. Et c'est vrai que Trump déroute, mais en même temps, Trump garde un socle électoral très fort. Et c'est pour ça que toutes les théories sur un éventuel... Chez les Républicains, en tout cas, il reste très mais fort. les théories sur un éventuel impeachment ne sont pas d'actualité. Donc, en conséquence, ce qui se passe, c'est que on voit bien, par exemple, que c'est la Chine, pendant ce voyage, qui finalement a vanté les mérites de la globalisation, de la mondialisation, au moment où Trump, lui, parle plutôt d'accords bilatéraux. Et par rapport à la Corée du Nord, qui inquiète, c'est plutôt la Chine qui rassure, alors que, heureusement, disait-on pendant ce forum, il y a les généraux américains qui rassurent, ce qu'on appelle à Washington les adultes, ce qui est un peu paradoxal. Mais malgré tout, l'économie américaine va très bien. Et finalement, on a un peu l'impression que, et ça c'est Hubert Védrine, l'ancien ministre des Affaires étrangères, qui le disait, les socialistes, les sociodémocrates n'ont pas pris la mesure finalement de cette poussée populiste, et les élites continuent à rejeter le phénomène Trump, qui s'ancre dans un rejet très profond et qui est appelé à durer. Alors, les médias américains disent que Donald Trump a été bluffé par son accueil à la cité interdite. Il a rendu hommage d'ailleurs à son hôte chinois, Xi Jinping. Au lieu d'accuser la Chine de pratiques commerciales illicites, il a dénoncé les erreurs des précédentes administrations, dont celle de Barack Obama. Alors le paradoxe, c'est qu'en fait, Trump était présenté comme l'allié de la Russie. Mais finalement, sous la pression de son administration, et puis aussi un peu pour se démarquer des soupçons du FBI, dont il a viré le directeur James Comey, sur une éventuelle collusion de sa campagne avec les Russes, il a été amené finalement à taper sur les Russes, qui se rapprochent des Chinois. Donc tout ça finalement se fait au bénéfice des Chinois, qui sont en train de marquer des points dans leur montée en puissance face à un leadership américain qui, il faut bien le reconnaître, s'affaiblit. Au Moyen-Orient, même si Trump soutient fermement l'Arabie Saoudite, on a quand même l'impression d'un véritable chaos. Alors via Twitter, il a également annoncé que Pékin avait accepté de durcir les sanctions contre Pyongyang en réponse à son programme nucléaire. Donald Trump, donc, thème de l'article d'Hubert Coudurier dans le Télégramme aujourd'hui. Samuel Ribaud, deuxième thème de ce club de la presse ce matin. Bonjour, merci d'être avec nous. L'annulation de l'interdiction faite à Dieudonné de se produire à Marseille. Ça a des conséquences sur les villes, parce qu'en toile de fond, les autres villes qui voudraient l'interdire vont avoir des problèmes. Vous allez nous l'expliquer, car l'agence locale de presse s'est intéressée de près à ce sujet pour la presse quotidienne régionale. Oui, donc Dieudonné devait se produire dimanche 19 novembre dans une salle qui s'appelle le Dôme à Marseille, qui est une salle qui dépend de la municipalité. Et pour une raison inexpliquée, probablement une erreur, ou en tout cas un peu de légèreté, alors qu'ils avaient toujours refusé que Dieudonné se produise dans cette salle, les responsables du Dôme ont signé une convention en disant ok, allons-y pour le spectacle. La mairie, s'apercevant de l'imminence de la production de cet artiste extrêmement controversé, a décidé d'annuler cette mise à disposition. Sauf que on fait pas ça en droit. Donc on a saisi le tribunal administratif de Marseille, du côté de la mairie, qui a dit vous ne pouvez pas annuler cette décision. Le Conseil d'État a dit la même chose. Et qu'est-ce qu'il a dit, le Conseil d'État? Il a dit quand on veut refuser un spectacle, donc quand on veut refuser l'exercice de la liberté d'expression en France, il faut motiver cette décision. Cette décision a été mal motivée, elle reposait sur deux principes. L'un qui était l'atteinte à l'image de la ville,
C'est subjectif, je laisse chacun juger de l'opportunité de ce grief. Le second était un risque de trouble à l'ordre public. Or, Dieudonné s'est déjà produit avec ce nouveau spectacle, dont on peut penser par ailleurs ce qu'on veut, dans de nombreuses villes où il n'y a pas eu de trouble à l'ordre public. Résultat, cette décision, sans faire jurisprudence, car ce serait incorrect d'un point de vue juridique, va forcément avoir des conséquences. Il y a des villes qui avaient refusé le spectacle, type Grenoble, type Orléans, il y a déjà une année ou deux. Les prochaines qui vont vouloir bâillonner Dieudonné vont devoir sérieusement motiver leur décision. Est-ce qu'il marche, ces spectacles? Bah oui, il marche. Il marche très très bien. Les salles se remplissent. Les salles se remplissent de fidèles, les salles se remplissent des gens qui suivent Dieudonné sur YouTube. C'est presque des militants de Dieudonné. Oui, qui considèrent que leur artiste préféré est bâillonné, qu'on l'empêche de s'exprimer, que finalement on peut rire de tout. Donc oui, ça marche. Et là, je peux même dire que la menace d'annulation, finalement, a eu un effet dopant de publicité dopant sur les réservations, bien sûr. Hubert Coudurier. Regardez comme la société française, finalement, est saisie par l'américanisation des mœurs. On en a parlé à propos de harcèlement sexuel, après l'affaire Weinstein. Là, vous avez en fait le 5e amendement, la liberté d'expression à l'américaine, qui permet de dire tout et n'importe quoi au nom de la liberté d'expression. Est-ce qu'il y a des recours sur ce recours possible? Ah non. Là, le Conseil d'État a tranché, donc Dieudonné se produit. Son avocat, d'ailleurs, s'est réjoui de cette décision. Il a dit, il nous confiait que finalement, c'était le refus de la politisation des débats et qu'il fallait désormais s'en tenir au droit. Or, effectivement, il y a un cadre légal pour s'exprimer. Après, on peut poursuivre Dieudonné pour des propos qu'il tient dans le cadre de ses spectacles. Mais ça, c'est autre chose. Finalement, il y a un vrai problème des élites qui essaient d'imposer un politiquement correct, qui d'ailleurs se comprend et est justifiable sur beaucoup de choses, mais il y a une poussée populiste qui rejette ce politiquement correct, et on le voit dans le cas de Trump. Finalement, Trump est l'expression de ce populisme qui gagne en Europe, même si Macron a finalement été un contre-exemple, mais la menace populiste est toujours là et elle progresse. À tout à l'heure, Hubert Coudurier, donc directeur de l'information du Télégramme, président de Télé-Bretagne Ouest, pour le débrief de notre invité politique de 8h, ainsi que Samuel Ribaud, qui sera encore là, de l'agence locale de presse. L'invité politique à 8h, c'est Stéphane Troussel, le président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis. Tout de suite, on passe à la météo des territoires, le temps qu'il fait en France aujourd'hui, mais aussi dans les départements français d'Amérique, de l'océan Indien. Vous appréciez ça, Samuel Ribaud, et du Pacifique. À tout de suite. Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous ont présenté le Journal des territoires. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France.